Bonjour à tous, nous allons voir la partie mouvement d'un système. Alors, je vais commencer par quelques petits rappels de secondes, dont la notion de trajectoire. Donc la trajectoire, ça va être l'ensemble des points que va emprunter un objet lors d'un mouvement. Donc en physique, on va résumer un objet à un point qu'on va situer à son centre de gravité. Et donc la trajectoire, ça va être l'ensemble des positions que ce point va prendre au cours du temps. Donc là, je donne un petit exemple d'une trajectoire de balle de tennis que j'ai lancée. Eh bien, elle a suivi une trajectoire parabolique. Donc il faut bien faire la différence entre trajectoire et mouvement. La trajectoire, c'est juste les points par lesquels l'objet va passer. Donc une trajectoire, ça peut être rectiligne si c'est en ligne droite, ça peut être circulaire si ça suit un cercle, courbe, par exemple dans ce cas-là, si ça suit une courbe, et ainsi de suite. Le mouvement, ça va être avec, lorsqu'on va associer trajectoire et vitesse. Donc le mouvement d'un objet qui suit une trajectoire en ligne droite est un mouvement quand même rectiligne. Mais si la vitesse est constante, on va parler de mouvement rectiligne uniforme. Donc quand on parle de vitesse d'un point, vous avez sûrement toujours en tête la formule V est égal à D sur delta T, avec D la distance parcourue pendant la durée delta T. Donc cette formule, elle est pratique, vous l'utilisez depuis longtemps, ça permet de calculer la valeur d'une vitesse. Par contre, vous ne savez pas ni où l'objet se dirige, ni d'où il vient. Donc maintenant, on va s'intéresser plutôt au vecteur vitesse V. Le vecteur, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, a comme propriété non seulement une valeur, une norme, donc ça c'est l'habituel V est égal à D sur delta T, mais il va en plus avoir une direction et un sens qui vont nous donner une information sur la direction et le sens où va se diriger l'objet. Donc la formule en fait est toujours valable, sauf que maintenant le petit vecteur, le D est devenu un vecteur. Alors, dans le cadre du programme de première, pour déterminer le vecteur vitesse à un endroit donné, donc dans une trajectoire composée de nombreux points proches les uns des autres dans le temps, on va définir la vitesse VI au point MI comme VI est égal au vecteur MI-1, MI plus 1, donc c'est-à-dire le vecteur qui va relier la position précédente à la position suivante, divisé par 2 fois l'intervalle de temps entre deux photos. Alors, je vais faire un exemple rapide. Donc si on veut faire le point M16 dans la trajectoire précédente, donc c'est-à-dire trouver la vitesse qu'il y a ici au point 16 tout en haut. Et bien pour cela, on va devoir faire le vecteur M15-M17, c'est-à-dire le vecteur qui rejoint le point M15 au point M17, donc celui-là, 15 vers 17, et on va le diviser par 2 delta t. Donc c'est sa longueur qu'on va diviser par 2 delta t. Donc dans mon cas, par exemple, si delta t est égal à 0,25 secondes et que M15, M17 est égal à 2,5 cm, le vecteur que je vais devoir tracer, il va devoir avoir une longueur de 2,5 divisé par 2 fois 0,25, donc de 5 cm. Donc en fait, ça va vouloir dire que la vitesse de ce vecteur est de 5 cm par seconde. Donc, le vecteur est parallèle à M15-17, mais sa longueur va être différente. Donc, le vecteur position, on peut le nommer de plein de manières différentes. Donc là, je les ai appelés M15, M17, donc ça peut revenir à des MA, MB, AB, mais il faut vraiment pas se laisser perturber par les notations, il faut vraiment se dire que c'est des positions. Donc là, le hors-programme, ça va être utile pour ceux qui continuent la physique, pour les autres, on ne s'en soucie pas, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et je vais donc vous montrer comment on le fait en direct, comment on fait le vecteur vitesse à partir des positions. Alors, donc je vais commencer par tracer quelques positions. Hop, au tableau, donc on va partir de M1, M2, M3, M4, M5 et M6. Donc là, ça c'est une trajectoire possible. Donc si je traçais la trajectoire, ça ressemblerait éventuellement à quelque chose comme ça. Donc maintenant, si je vais tracer, du coup,
je vais dire si je veux tracer la vitesse au point 2. Donc moi ce qui m'intéresse c'est V2. Donc pour V2, la première chose à dire c'est que c'est M1, M3 divisé par 2 delta t. Si dans mon cas delta t est égal à 1 seconde, eh bien ça veut dire que V2 est égal à M1, M3 divisé par 2 fois 1, donc divisé par 2. Donc la première chose à faire, ça va être de tracer le vecteur M1, M3. Donc le vecteur M1, M3, c'est tout simplement le vecteur qui part de M1 et qui va en M3. Donc ce vecteur-là. Donc du coup, ce qu'il faut relever, c'est sa longueur. Donc ici, mon vecteur mesure 50 cm. Donc maintenant, ça veut dire que la longueur de mon vecteur V2, ça va être 50 cm divisé par 2, donc 25 cm. Et par contre, ça va être un vecteur parallèle à M1, M3. Donc je prends ma règle, je la place de manière à démarrer en M2. Je fais parallèle à... alors c'était bien 50... 51, donc je dois monter à 25,5. Donc là, je fais un trait, hop. Je vais tracer, je me mets parallèle au vecteur que je viens de tracer, voilà, et je vais tracer un vecteur qui est 2 fois plus petit parce que ça a été divisé par 2, donc ça nous amène ici. Voilà, et donc ça c'est mon vecteur V2. Je vais repasser ce trait là. Voilà. Maintenant, si je veux tracer le point, la vitesse V4, donc je refais la même opération. Donc je vais repartir du début. Donc, on s'y reprend. Donc on commence simplement par écrire V4 est égal, donc le point avant c'est M3. Le point après, c'est M5, et on divise par 2 delta t. Donc, sachant que delta t est toujours égal à 1 seconde, donc ça, c'est égal à M3, M5, divisé par 2. Donc, même méthode, je vais tracer M3, M5. Donc, M3, M5, voilà. La longueur, c'est 60 cm cette fois. Donc, ça veut dire que je vais avoir du 60 divisé par 2, je vais devoir faire 30 cm. Donc, V4, il part du point 4 et il fait 30 cm en étant parallèle à ce vecteur-là. Alors là, évidemment, je fais à main levée. Si vous le faites vous, il faut essayer de le faire de manière propre. Et donc là, il fait 30 cm. Voilà. Donc mon vecteur V4 ressemble à ça. Donc là, on a vu la méthodologie pour tracer les vecteurs vitesse à partir d'une trajectoire et connaissant évidemment l'intervalle de temps entre deux méthodes. Donc on va passer sur la partie suivante qui est le vecteur variation de vitesse. Alors, pour le vecteur variation de vitesse, là, ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution de la vitesse par rapport au temps. Donc, en seconde, vous avez vu que lorsqu'on applique des forces sur un système, ça va en général entraîner une variation du vecteur vitesse. Cette variation du vecteur vitesse, on va la noter delta V. La loi qui régit ce changement de vitesse, c'est masse fois delta V est égale à la somme des forces fois delta T. Donc pour un système de masse M, la somme des forces qui est appliquée sur ce système pendant une durée delta T va produire un changement du vecteur vitesse de delta V. Donc plus la masse est grande, plus il sera difficile de changer le vecteur vitesse, et plus la durée d'application des forces est importante, plus la variation de vitesse sera importante. Donc là, quand on parle de variation de vitesse, il faut bien garder en tête que c'est la variation de vitesse en termes de vecteur. Donc on peut changer la valeur, on peut changer la direction ou le sens.
Donc quand on observe par chronophotographie une image, on peut avoir le vecteur vitesse à différents instants, mais pas forcément l'information sur la variation du vecteur vitesse. La variation du vecteur vitesse, on la donne tout simplement par la formule que delta VI est égal à VI plus 1 moins VI moins 1. C'est-à-dire qu'on va soustraire la vitesse qu'il y avait avant le point qu'on étudie à la vitesse qu'il y a après. Alors on va repartir sur un exemple. Donc là on va suivre cette trajectoire, donc qui ressemble à celle que j'ai au tableau, et on veut la variation de vitesse au point M2. Donc on va l'appeler ça delta V2. Donc on veut la variation en haut ici. Donc première chose à faire, ça va être d'écrire l'équation. Donc on écrit delta V2 égale V3 moins V1. Donc là, ce que ça nous dit, cette formule, c'est qu'on a besoin du vecteur V3 et du vecteur V1. Donc pour cela, on les trace comme on a fait au tableau, comme on a fait dans la partie précédente. Donc je ne reviens pas dessus. On arrive directement à cette étape où on a le vecteur V1 et le vecteur V3. Alors là, j'ai écrit V2T3 et V2V1, mais ça revient exactement au même. Donc là, on a V1, on a V3, on a tout ce qu'il nous faut pour tracer delta V2. Alors pour tracer delta V2, la première chose à faire, du coup, c'est de tracer le vecteur V3 partant de M2. Parce qu'il faut se rappeler que si on dit delta V2, ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au point 2. Donc on commence par tracer V3. Donc on trace V3. Donc c'est simple, on transpose le vecteur qu'il y a là au point M2. On trace exactement le même sens, même direction, même longueur. Deuxième chose, c'est qu'on veut tracer moins V1 au bout du vecteur qu'on vient de dessiner, au bout de V3. Donc moins V1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça revient au même que transposer notre vecteur V ici, V1. Donc on l'amène au bout de V3, mais par contre la flèche va changer de sens. Donc là, au lieu que la flèche aille vers le haut, elle est dirigée vers le bas. Dernière étape, eh bien on va tracer enfin delta V2. Donc pour tracer delta V2, on va tracer notre flèche qui part de M2 et qui va au bout de V1. Alors là j'ai un petit souci graphique, voilà, c'est réglé. Donc on va pour tracer delta V2, il suffit de partir du point M2 et d'aller au bout de notre dernière flèche. Et donc là, vous avez delta V2. Donc là, delta V2 est dirigé vers le bas et un petit peu vers l'arrière. Donc ça, c'est logique. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a une courbure ici. Donc on voit que la trajectoire est courbée. Et en fait, lors d'une courbure, la variation de vitesse est toujours vers l'intérieur de la courbure. Pourquoi est-ce que aussi ça part un petit peu vers l'arrière? C'est parce qu'en fait V3 est un tout petit peu plus court que V1 et du coup ça veut dire que la valeur de vitesse même a un petit peu diminué, donc ça veut dire que ça a freiné et donc la variation de vitesse est un peu en arrière. Alors je vais faire au tableau justement une fois le tracé de delta V2 pour vous montrer en direct. Voilà. Alors ça tombe bien, parce que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai V2, j'ai V4, je peux calculer ici. Ce qui va m'intéresser, c'est de calculer delta V3. Donc delta V3, c'est égal à quoi? C'est donc égal à V4 moins V2. Donc, première chose à faire, c'est prendre le vecteur V4 ici. Donc on prend le vecteur V4. Hop, je vais le laisser en vert celui-là. Donc je prends le vecteur V4, donc il mesure 60 cm, je vais essayer de faire, du coup il va être sur ce trait forcément, vu que c'est parallèle. Donc là ça va faire 30 cm. Donc on arrive ici. Donc là j'ai V4. Et maintenant il faut que je fasse moins V2. Alors pour faire moins V2, je vais rester comme ça, donc V2 si je me rappelle bien il fait 25,5, 25. Donc je vais essayer de rester à peu près parallèle. Je me mets au bout du vecteur que je viens de tracer. Je descends là. Donc là, ça c'est moins V2. Et donc ici, enfin, je peux tracer mon vecteur delta V3. Il suffit que je parte de M3. Je vais au bout de cette flèche. Tac. Tac. Et donc là, j'ai delta V3.
Donc mon delta V3 ici, il va vers l'intérieur de la courbure, ce qui est normal parce qu'on tourne, et il va un peu vers l'avant, donc c'est normal aussi, c'est parce que ma vitesse V4 était légèrement supérieure en valeur à ma vitesse V2. Donc dernière chose du chapitre, ça va être la relation entre somme des forces et variation de vitesse. Donc on a déjà vu la formule, masse fois delta V est égal à la somme des forces fois delta T, qu'on peut réécrire d'une autre manière, c'est somme des forces est égale à m, la masse divisée par la durée fois la variation de vitesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces qui est appliquée sur le système, c'est un vecteur qui va avoir le même sens et la même direction que delta V, parce que tout ce qui les différencie, c'est un nombre qui multiplie delta V. Donc si je prends par exemple cet exemple ici, là, si je reviens sur l'exemple précédent, ça veut dire que la somme des forces, ça va être un vecteur ici en orange qui va avoir une longueur plus grande ou moins grande, hein, ça je le sais pas, ici j'ai fait plus grande mais c'est mon choix, mais qui est exactement parallèle à delta V2. Donc la somme des forces, ça veut dire qu'elle est dirigée dans ce sens. Donc qu'est-ce que ça peut être dans ce cas-là? Ben, dans ce cas-là, on peut se dire que ça peut être quelque chose qui freine, vu que la vitesse a tendance à diminuer. On peut se dire que c'est la gravité, vu que c'est vers le bas, donc pourquoi pas une balle qui subit les frottements de l'air. Donc les frottements vont ralentir la vitesse de la balle, et la gravité va la tirer vers le bas. Voilà. Donc on peut interpréter à partir d'un graphique ce genre de choses. Du coup, si nous connaissons la masse du système, la durée entre deux photos delta t, et qu'on peut établir le delta v, on peut aussi établir la valeur de la somme des forces qui s'applique au système. Et donc pour cela, c'est tout simplement calculer la norme. Donc la norme d'un vecteur, normalement on l'écrit avec des doubles barres, on peut tout simplement aussi l'écrire sans rien, on comprendra que c'est la norme. Donc petit rappel aussi, on remarque que si la somme des forces est nulle, eh bien ça veut dire que soit la masse vaut 0, mais dans ce cas-là ça veut dire qu'on n'a pas d'objet, ce qui n'est pas très intéressant, soit que delta V est égal à 0. Donc dans le cas où delta V est égal à 0, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'un mouvement rectiligne et uniforme, ou tout simplement que le système est immobile. Donc ça, c'est le principe d'inertie que vous avez vu en seconde. Donc pourquoi? Parce que quand on a un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire qu'on va tout droit, donc il n'y a pas de changement de direction ou de sens de la vitesse, et ni de valeur, parce que c'est uniforme. Donc du coup, ça veut dire que delta V est égal à 0. Et si votre objet ne bouge pas, que sa vitesse reste à 0, même raisonnement, les vitesses restent nulles. Et du coup, delta V reste aussi nul. Donc dernière partie, ça va être déterminer vectoriellement la somme des forces. Alors là, on va partir dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les différentes photos de notre système en mouvement, mais on va étudier un système à un moment donné, on va regarder ce qui s'applique sur lui. Alors pour modéliser l'action mécanique d'une force sur un système, on va utiliser des vecteurs F par exemple. Donc l'origine, ça va être le point qui représente le système, donc en général on va se regarder son centre de gravité. Le sens et la direction du vecteur, ça va être ceux de l'action mécanique. Donc si vous poussez une caisse à sur une surface horizontale vers la droite, la force est horizontale et pointe vers la droite aussi. Donc la vitesse va dans le même sens, la force va dans le même sens que votre mouvement, à part pour les frottements bien sûr. Et la longueur va être proportionnelle à la norme. Donc si une force est très importante, elle va avoir une grande longueur, la flèche va avoir une grande longueur, tandis que si on est sur une petite force, la flèche va être petite. Donc dans le cas de l'application de plusieurs forces, ce dont il faut que vous soyez capable, c'est de faire la somme vectorielle des forces, qu'on appelle aussi résultante des forces. Donc on va prendre l'exemple d'un skieur qui monte sur un téléski. Alors, le skieur, il subit ici trois forces. Donc, bien évidemment, vu qu'on est sur une planète, il y a la gravité qui est donc verticale, le poids. Il va y avoir l'attraction du tire-verse, donc le long de donc cette force-là, elle va être le long de la ligne, et
une force qu'on a tendance à oublier, c'est la réaction du sol. Donc la réaction du sol, c'est une force qui est perpendiculaire au sol. Donc dans notre cas, la somme des forces, les forces, on va les modéliser de cette manière-là. Donc le poids vertical vers le bas, l'attraction parallèle à notre perche et la réaction du sol perpendiculaire au sol. Quand on veut faire la somme de ces forces, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va tracer une première force, donc ici au choix ça a été l'attraction, la première force à tracer, donc on trace la première force, la deuxième, la troisième, s'il y en a une quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Et à la fin, la somme des forces, c'est tout simplement la flèche qui va relier votre point de départ, donc le centre de masse de votre objet, jusqu'au bout de la dernière flèche. Et donc là, on voit que la flèche ici des forces, elle est dirigée un petit peu vers le haut, vers la droite, et donc ça va permettre au skieur de bouger, d'être tracté vers l'avant. Donc c'est tout pour cette partie. Faites des exercices, notamment les exercices de départ pour vérifier que vous avez bien les bases, que vous compreniez au moins la base du chapitre, et au fur et à mesure vous avancez. Mais n'attendez pas le dernier jour pour faire des exercices poussés en imaginant que vous allez pouvoir vous en sortir.